Bonsoir à tous, nous sommes mardi 23 février et vous regardez le JT. Au menu de cette édition, l'histoire de l'une des mosquées de la ville de Cholet. Contrairement à d'autres endroits en France et en Europe, il a été possible d'y ajouter un minaret. Nous verrons aussi les images du film Liberté de Tony Gatliff qui sort en salle demain mercredi. Un film qui s'inspire de l'histoire du camp de concentration de Montreuil-Bellay où des tziganes furent internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre invité, l'historien Jacques Sigaud, va nous en parler. Et puis aussi les images d'un spectacle qui se prépare en ce moment à la Paperie, le centre des arts de la rue de Saint-Barthélemy, théâtre du voyage intérieur en fin d'édition. Nous débutons ce journal en prenant la direction de Cholet où la plus grande des 3 mosquées de la ville vient d'être entièrement rénovée. Vous vous souvenez sans doute que lors d'un référendum d'initiative populaire, les Suisses ont voté en novembre dernier contre la construction de minarets sur leur territoire, une attitude qui avait été largement condamnée. À l'époque, on avait beaucoup cité la ville de Cholet en exemple et vous allez voir justement qu'à Cholet, la construction d'un minaret n'a posé aucun problème, au contraire. Un reportage signé Nicolas Didel. Les travaux ont duré 9 mois et le résultat est à la hauteur de l'investissement des fidèles. La mosquée de la rue Jean 23 à Cholet offre un nouveau visage, parfaitement décoré et l'est surtout beaucoup plus fonctionnelle. On a gagné à peu près plus d'un tiers de la superficie, notamment chez les hommes et les femmes. On a la possibilité d'avoir quelques classes aussi pour le soutien scolaire, pour l'enseignement religieux aussi. Le vendredi soir, ce sont 500 fidèles qui se réunissent dans la grande salle de prière, ce qui fait de cette mosquée la deuxième de l'Ouest, derrière Saint-Herblain en Loire-Atlantique. La mosquée de Cholet offre cependant quelque chose en plus, son minaret. À part à Nantes, on n'en trouve aucun dans la région. La communauté musulmane y tenait beaucoup parce qu'une mosquée sans minaret, ce n'est pas pareil. Ça sera une salle de prière au lieu d'une mosquée. Avec un minaret, ça lui donne le charme et le symbole de la mosquée. Après le vote suisse contre les minarets, certains hommes politiques français se sont interrogés sur l'opportunité de leur construction en France. Faux débat, explique le maire de Cholet. Cette visibilité est tout à fait légitime. En signant le permis de construire, il a simplement posé 2 conditions, la taille de l'édifice et le fait qu'il n'y ait pas d'appel aux fidèles. Il faut savoir ce qu'on appelle un minaret. Entre le minaret d'une mosquée tel qu'on en voit dans les pays musulmans, en plus des endroits où on appelle à la prière régulièrement dans la journée, et ce qui était autorisé en construction à Cholet, c'est-à-dire un petit minaret qui ne dépasse pas le bâtiment en tant que tel, et qui en plus s'inscrit parfaitement dans les réglementations du plan local d'urbanisme, je crois qu'il y a une grande différence. 2 autres minarets sont en projet à La Roche-sur-Yon et à La Rochelle. À Cholet, le minaret de la mosquée a lui prouvé qu'il était tout à fait compatible. Il se situe en effet juste en face d'une église. En bref, sachez qu'un faucheur d'OGM a de nouveau été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Angers. Une peine symbolique de 2 fois 1 euro d'amende parce qu'il avait refusé de donner son ADN aux gendarmes. 3 faucheurs volontaires de Maine-et-Loire ont été condamnés ces derniers mois pour des faits similaires. Liberté, le dernier film de Tony Gatliff sort demain sur les écrans, un film qui raconte l'histoire des Manouches persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, un film qui s'inspire très fortement d'un livre écrit par un historien de Montreuil-Bellay. Jacques Sigaud est notre invité ce soir. Monsieur Sigaud, bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir dans un instant sur les longues recherches que vous avez menées sur le camp de Montreuil-Bellay. Mais d'abord je vais vous proposer de voir quelques images du film de Tony Gatliff. Cela s'appelle Liberté. Les Polonais, ils sont revenus! Le président de la République française décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre, sous peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Pourquoi tu me suis? Je suis tout seul. Il faut que tu la parles chez les tiens. Vous courez un grand danger si vous continuez à parcourir les routes. C'est la guerre. C'est votre guerre. Nous, on n'a jamais fait la guerre. Pourquoi tu nous enfermes comme des chiens? Pour débarrasser la France de sa vermine. Alors, Tony Gatliff s'est largement inspiré de vos recherches pour écrire ce film. Est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oui, avant de tourner son film, il m'a invité à aller voir chez lui à Paris. Et il avait lu mon ouvrage et il y avait
7 lignes de mon ouvrage qui l'ont particulièrement touché, impressionné, qui lui ont permis de raconter tout ce qu'ont pu souffrir les Tziganes pendant la guerre. Est-ce que vous trouvez que son film est fidèle à l'histoire? Il est très très beau, tout le côté historique est parfaitement fidèle. Il y a bien sûr son interprétation à lui, puisqu'il a transformé certains des personnages du mien, mais pour moi, il me satisfait complètement. Les images de camps de concentration, notamment. Ah oui, alors là, j'ai reconnu Montreuil, parce qu'il l'a construit à partir de mes photos. Oui, et alors on les voit justement, on voit la photo de mon livre, et on a vu tout à l'heure la photo du camp avec cette route, les bâtiments, les 2 rangées de barbelés électrifiés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et même, j'ai été très très ému, avec une certaine larme à l'œil. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ce camp a été créé à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors, au départ, ce n'était pas un camp, c'était une poudrerie que l'armée française construisait à l'entrée de Montreuil-Bellay, loin du front traditionnel. Et cette poudrerie n'a jamais été utilisée, n'a jamais servi, parce que les Allemands, quand ils sont arrivés en juin 40 à Montreuil, ils ont entouré un lotissement de barbelés pour interner tous les soldats français qui se sauvaient sur les routes et les Anglais pendant la bataille d'Angleterre. Et pourquoi les Tziganes ont atterri là alors? Alors les Tziganes ont d'abord été internés dans d'autres camps, dans une quantité de petits camps, un par département, d'après le décret de Lebrun, président de la République du 6 avril 40. Mais quand les Français ont voulu faire payer les Allemands pendant Vichy, les Allemands ont dit c'est une mesure de police française, donc c'est à vous de payer. Alors on a préféré fermer une quantité de petits camps pour créer un grand camp régional de Montreuil-Bellay qui était le plus grand camp de France. Il y a à peu près 3000 Tziganes qui sont passés par ce camp. Ils étaient détenus dans ce camp dans quelles conditions? Alors donc on pense que 2500 à 3000 nomades, on disait nomades à l'époque, sont passés par le camp de Montreuil-Bellay, venant d'autres camps et allant dans d'autres camps. Et alors pourquoi ils ont été arrêtés? Bon, je viens de vous le dire. Et votre question? Dans quelles conditions ils étaient les conditions étaient vraiment très très élémentaires. D'abord, il n'y avait pas de chauffage, sur une plaine nue, sans aucun arbre, dans la boue. Pas de vêtements, les vêtements, ils avaient ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés, mal nourris, mais ça, comme les Montreuillais disaient, nous aussi. Donc, ce qui est important, c'est que c'était pas un camp d'extermination. Il n'y a pas eu tant de morts que ça. On concentrait les gens plus qu'ailleurs. Il y avait plus de nomades qu'ailleurs. Mais le grand drame de leur destinée, c'est qu'ils étaient entre une voie ferrée et une route nationale. Tout le monde circulait et eux étaient bloqués derrière des barbelés sans savoir pourquoi. Voilà. C'était ça le plus dur pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile de faire perdurer l'histoire, le souvenir de ce lieu? On va voir une photo, il y a une stèle qui a été posée en 1988, je crois. Le 16 janvier 88, oui. Voilà, mais depuis, qu'est-ce qu'il a été fait pour faire perdurer l'histoire de ce lieu? Le problème, c'est que ce camp était français. C'était un camp typiquement français. Vous verrez dans le film de Gatliff, il a mis RF à l'entrée du camp. Et c'est très difficile de dire que les Français ont fait la même chose que d'autres pays. En général, nous avons été victimes des camps allemands. Et là, ce sont des nomades, des Tziganes, surtout des Manouches, des Gitans et quelques Hongrois, comme ils disaient, qui ont été victimes de la France. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans notre histoire. Les Français n'ont pas pu faire ça. Les Français ont souffert des camps. Ils n'ont pas fait souffrir les autres. C'est ça qui est très très difficile. Moi, ça fait 30 ans que j'en parle et ça sort seulement aujourd'hui sur le plan national parce qu'il y a le film de Gatliff qui utilise le camp de Montreuil-Bellay, qui est au générique d'ailleurs. Vous verrez. Alors, je sais que vous travaillez sur un documentaire en ce moment qui va sortir en parallèle de cette fiction de Tony Gatliff. Et puis, vous travaillez aussi toujours sur le livre que vous avez déjà fait paraître il y a quelques années. C'est Barbelé que découvre l'histoire. C'est la 3e édition qui va sortir le 10 mars prochain. Du même livre, oui. Le premier est sorti en 83. Vous voyez, c'est vieux. Le deuxième en 94. Et le troisième va sortir le 10 mars. C'est Barbelé que découvre l'histoire. Et il sera très complet, surtout avec des albums photos, parce que j'ai retrouvé toutes les archives des religieuses qui ont été volontairement internées dans le camp pour aider les enfants. Merci beaucoup Jacques Sigaud d'être venu sur ce plateau. Et puis le film Liberté de Tony Gatliff sort demain partout en France. Allez voir, c'est notre histoire.
On continue ce JT avec l'annonce faite la semaine dernière d'un changement à la tête de la compagnie Jobitume. Pierre d'Olivet, le directeur artistique du Festival des Accroche-Cœurs, cède sa place à Philippe Gohard, membre de la compagnie de théâtre de rue depuis 1996. Autre changement, l'école de cirque et le Centre national des arts de la rue, qui jusqu'ici faisaient partie intégrante de la compagnie, prennent leur autonomie et deviennent deux associations indépendantes. La compagnie, elle, va se recentrer sur la création de spectacles. À la peuperie, justement, le Centre national des arts de la rue, la compagnie parisienne Théâtre du voyage intérieur est actuellement en résidence. Elle prépare un spectacle pour lequel les Angevins sont invités à participer chaque soir jusqu'à vendredi prochain. Olivier Molia nous explique tout cela. Si vous acceptez de faire ce voyage, je vous propose de mettre les babouches. Depuis le début de la semaine, la compagnie Théâtre du voyage intérieur travaille sur sa nouvelle création. Dès le mois de mai prochain, ce spectacle intitulé « Les portes de nos mondes » invitera les passants à vivre une expérience surprenante. Au détour d'une place ou d'une rue, un ensemble de rituels poétiques seront proposés au public. L'idée, c'est vraiment les gens d'un quartier sortent de chez eux, vont faire leurs courses et tout d'un coup, ils tombent sur un grand chemin de cartes qu'on invite, qu'on leur propose de suivre et pour ouvrir leur imaginaire, pour ouvrir leurs expériences sur d'autres choses que ce quotidien, justement. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, les artistes de la compagnie sont les artisans d'un véritable chantier artistique. Les idées générales des 5 rituels ont été définies, mais il reste à trouver comment les faire fonctionner et surtout comment inviter les gens à entrer dans cette expérience. Les comédiens de la création sont des guides en fait, ces 4 femmes, des guides qui ne sont pas au centre de ce qui va se passer, mais qui sont là pour amener les gens qui passeront à ce moment-là à être au centre de l'action pour eux-mêmes, pour vivre une expérience. Pour continuer à fabriquer son spectacle, la compagnie a désormais besoin de tester les réactions de ses principaux acteurs que sont le public. Tous les soirs, il va y avoir des essais avec du public pour que nous, qui allons les guider au final, quand ça sera abouti, on trouve aussi de quelle manière les guider, de manière juste, aussi qu'est-ce qu'ils ressentent, parler aussi après les expériences avec eux, de ce qu'ils ont ressenti. Si l'expérience vous tente, la compagnie du voyage intérieur vous invite à découvrir les portes de nos mondes. C'est tous les soirs à 19h jusqu'à vendredi à la Paperie à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et c'est tout pour ce soir, à demain.